Bien, bonsoir à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. Nous accueillons ce soir Odile Deck et Andrés Jaque, Paris, Madrid, mais en fait en disant ça, je devrais dire une planète internationale, parce que ce sont des architectes qui ont une pratique très transversale et qui les amènent sur tous les terrains, notamment celui de l'enseignement, et je pense que ce sera une des questions qui va être mise sur la table ce soir, la transmission. Voilà, nous en, mais peut-être, je veux pas mais je sais pas, quelque chose me dit que ça peut arriver, et puis ici avec notre ami Andrés Jaque, qui a toujours été une sorte d'activiste sur l'espace public, sur cette question très très importante d'intégrer les habitants dans des démarches architecturales tout à fait intéressantes. Et au Matadero, par exemple, vous pouvez voir l'une de ces œuvres mobiles. Je n'en dis pas plus. Ce soir, c'est Emmanuel Piriou, qui est la critique invitée, et c'est elle qui va mener ce débat. Je rappelle que dans cet exercice, c'est pas elle qui a choisi les invités de ce soir, mais c'est elle qui va tirer les fils justement de toutes ces correspondances, de ces ruptures peut-être, de ces points de divergence peut-être aussi. Voilà, nous allons le savoir. Je lui laisse la parole tout de suite. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci évidemment à Francis Rampert, Martine Colombier, Christine Carbonnier et toute l'équipe qui organise et qui fait en sorte que cette rencontre soit possible ce soir. Donc comme vous l'avez dit, Francis, c'est une rencontre à l'aveugle puisque ces deux créateurs hors cadre ne se connaissent pas, du moins pas personnellement. Je vais peut-être simplement commencer, si vous voulez bien, par rappeler quelques repères chronologiques. En commençant par vous, Odile Deck, première agence fondée en 1979 à l'issue d'études d'architecture à Rennes et d'un DESS d'urbanisme à l'Institut d'études politiques à Paris, et une agence qui ensuite évolue avec des commandes très importantes et une reconnaissance internationale quasiment immédiate. Donc l'agence ODBC avec Benoît Cornette jusqu'à son décès prématuré malheureusement en 98, et puis une agence qui continue les efforts de conception, qui va maintenir sa ligne théorique conceptuelle par justement des réalisations dans le champ de l'architecture, mais également dans le champ du design, dans le champ de l'urbanisme, et puis par une recherche constante qui émerge sous forme d'exposition, bien souvent. Et aussi un parcours d'enseignante qui est un des jalons fondamentaux de votre pratique. À l'ESA d'abord, donc vous avez assumé la direction entre 2007 et 2012 si je ne m'abuse, et puis depuis 2015 à Confluence à Lyon, où vous avez fondé une école privée qui révolutionne d'une certaine façon, pour la France du moins, le modèle d'enseignement. Et pour citer un seul des prix que vous avez reçus, pour citer peut-être le plus récent, vous avez été élue créatrice de l'année en 2013 au Salon Maison et Objets. Pas le plus récent, mais bon. Et Andrés Jaque, quant à lui, débute sa carrière en tant que chercheur résidant à la fondation allemande Alfred Töpfer Stiftung à Dresde et à Berlin. Et je pense que c'est un point de détail important, puisque cette notion de recherche, elle va vraiment émailler et guider toute la pratique de l'agence qu'il fonde en 2003, l'Oficina de Innovación Política, l'Office for Political Innovation à Madrid, et puis à New York depuis 4-5 ans. Et donc c'est une agence qui évolue au sein d'un réseau architectural et non architectural, puisqu'il y a des collaborations très nombreuses en dehors du champ, avec le champ des sciences humaines, des sciences sociales également, les artistes, et puis les institutions, Princeton et Columbia si je ne m'abuse, qui font vraiment partie de ce réseau. Là, les interventions sont aussi multiples. Elles prennent la forme d'installations urbaines, d'expositions, de performances également, de recherches qui peuvent donner des films ou des expositions. Et puis, quant à vous, vous avez été lauréat du prix Frédéric Kessler pour l'art et l'architecture en 2016. Et puisqu'on parle de prix, il y en a un que vous partagez, qui est un lion de Venise, de la Biennale de Venise, d'or pour vous, Odile Deck, reçu dès 1996 pour la scénographie du pavillon français. Non ? Pour le pavillon français, pour votre présentation dans l'exposition.
D'accord, bien, vous me corrigez. Malgré tout, peut-être ce pavillon, il a une importance puisque vous y êtes présente avec Claude Parent et avec André Bloch, deux figures majeures pour votre propre, on va dire, généalogie. Et quant à vous, Andrés Rack a un lion d'argent pour Sales Audit en 2014, donc présenté lors de la biennale de Colas. Et puis vous avez un autre animal fantastique commun, un fantôme, puisque vous partagez un titre de projet et si le titre est commun, l'approche est radicalement différente. Le fantôme d'Andrés Rack est celui du pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone, dont Andrés a révélé les entrailles et révélé finalement tous les systèmes qui permettent à cette image idéale de l'architecture moderne de continuer à vivre. Et quant à vous, Dildek, votre fantôme, c'est celui qui occupe de ses courbes sinueuses le café-restaurant de l'Opéra Garnier, que vous pouvez évidemment voir puisqu'il est tout près d'ici. Ce sont à la fois des points communs et puis tout de suite on voit deux approches fondamentalement différentes se faire jour. Et ce sont ces points-là qu'on va essayer de tirer ce soir pour vous faire dialoguer. Pour que vous sachiez, puisque chacun a ses déformations et ses obsessions, j'ai ramené quelques citations historiques dont j'espère qu'elles auront le mérite de peut-être de vous convaincre, de vous fâcher, de vous intéresser, du moins qu'elles seront l'objet de débat. Alors pour commencer, peut-être une première question tout de suite, et on va dérouler vos démarches au fur et à mesure de la discussion. Cette notion de création, puisqu'on est étrangement à une plateforme de la création architecturale, peut-être qu'on peut commencer par vous. Est-ce que cette notion de création, elle a une signification pour vous, pour l'architecture? On la rattache habituellement à l'art. Comment est-ce que vous vous situeriez vis-à-vis de cette notion? Ça démarre plutôt fort. La création. Je ne sais pas si je suis un créateur, moi. Je suis quelqu'un qui fabrique des choses, mais de là à dire que je suis un créateur, c'est un bien grand mot, je trouve. Et la création. Je ne sais pas, moi j'avais l'impression que quand on parlait de la création, c'est la création du monde, mais j'en suis pas là. Mais loin de là, et on ne le fera jamais. Mais je pense que c'est plutôt... Je sais pas, je pense que c'est plutôt des aventures, moi, des expérimentations et des aventures, plutôt que de la création. Pour vous, ce terme, il fait partie du vocabulaire d'un architecte, la création? Well. Is this part of architecture as well, creation? Eh bien, je vais parler en français. Donc, je vais parler en anglais. En effet, j'ai tout à fait la même sensation. Probablement que le terme de création est un mot, un gros mot presque. C'est un mot qui est relié pratiquement à Dieu, à la création en soi. Et ici, lorsque nous avons ouvert notre bureau, nous avons décidé, avec tous ceux qui participaient et qui en faisaient partie à ce moment-là, nous avons décidé que nous l'appellerions le bureau pour l'innovation politique, parce que nous pensions que peut-être à ce moment-là, nous pourrions remettre en question ou en tout cas repenser la façon dont fonctionnait l'architecture, pas tellement en tant que quelque chose d'individuel, mais quelque chose qui pouvait se produire de façon tout à fait collective. Et également, nous avons adoré cette idée d'une innovation politique, parce que l'innovation vient des corporations un peu, n'est-ce pas? Mais joint à la politique, cela transforme complètement et cela ouvre de nouvelles possibilités d'invention, quelque chose qui peut être fait de façon beaucoup plus plurale et plurielle, en discussion avec les autres. Donc, probablement que la création n'est pas forcément... Plus exactement, c'est une action, plutôt comme une création, comme une action politique qui permet de faire des choses. Dire sur ce mot d'innovation, parce qu'en fait, lorsque Peter Rice a reçu sa médaille d'or du RIBA à Londres, il a fait tout un discours sur la différence entre l'innovation et l'invention, et sur la différence qu'il voyait entre l'architecte et l'ingénieur. Et pour lui, l'architecte était un innovateur, et l'ingénieur était un inventeur. Et c'était intéressant de voir la différence entre l'innovation et l'invention. Et c'était vraiment un... Alors l'innovation, ce serait la production de nouveaux?
C'est le fait de pousser plus loin les choses, pour moi. C'est le fait de les emmener plus loin, de jamais. Et d'ailleurs, mon école s'appelle Institute for Innovation, oui, c'est ça. Donc c'est pareil, parce que donc on a un mot en commun aussi. Et je pense que oui, c'est la question de jamais être satisfait et de vouloir toujours pousser plus loin les choses et d'emmener avec nous les gens pour aller plus loin. C'est ce que je dis, pour aller plus loin. Ça m'intéresse pas de rester à l'endroit où on est et de toujours essayer d'aller plus loin, de voir plus loin, d'essayer de penser pour emmener tout le monde avec soi. Et je crois que ça, c'est vraiment le travail de l'architecte quand on travaille en architecture, tout au moins. Et c'est vraiment de ne pas s'arrêter, de ne pas avoir de limites. Donc, quand on n'a pas de limites, on peut innover. Absolument. Et je pense que c'est un des points qui vous rassemble, c'est justement cette capacité à questionner ce qui est là, ce qui est donné, que ce donné soit le site, que ce soit la commande, que ce soit la définition traditionnelle de l'architecture. Un point commun aussi, c'est cette capacité que vous avez l'un et l'autre au sein de vos agences à incorporer des procédures qui ne sont pas celles de l'architecture au sens traditionnel. Vous allez sur le terrain de l'ingénierie, vous avez un dialogue assez fort avec sans doute les arts plastiques, de même vous dialoguez avec les sociologues. Alors peut-être que vous pourriez nous donner justement une idée de ce que c'est que cette démarche qui s'ouvre, qui incorpore, qui se déterritorialise d'une certaine façon. Est-ce que vous créez des ponts avec les autres disciplines? Est-ce que c'est un quotidien de l'agence? C'est pas moi qui vais parler, qui vais tout le temps parler. Pour moi, la question est de savoir comment rendre l'architecture pertinente, ou plus exactement comment faire que les pratiques de l'architecturale soient pertinentes. Ici, nous avons l'architecture comme un composant fondamental et nous avons le changement climatique et l'architecture joue un rôle formidable, ou la violence de genre, et pourtant cela est entouré par l'architecture. Tous ces sujets, toutes ces preuves sont claires, c'est-à-dire que l'architecture apporte des preuves de tout. Donc pour moi, ce qui est très très important, c'est de penser que l'architecture est déjà un rôle extrêmement très important sur les grands éléments dont débattent les citoyens. Mon intention à travers mon travail est de prendre cette capacité de l'architecture pour faire partie de cela et d'introduire la politique, d'introduire des changements, d'introduire d'autres voies, de façon à ce que cette capacité qu'a l'architecture puisse faire en sorte que la société soit plus complexe, plus inclusive, plus sensible à de nombreuses minorités. À mon sens, je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qui exige probablement une innovation dans une politique qui pourrait permettre de décrire cette attitude, cette façon de travailler. Je pense aussi que en fait, l'architecture s'était bloquée dans la question de la forme, et ça n'a aucun intérêt, la forme. Et que ça, c'est venu des années 80 et 90, et qu'à cause de ça, les architectes sont devenus des fabricants de formes, et la forme n'a, pour moi, aucun intérêt. Elle n'est que le résultat d'un processus qui s'élabore en cours de route, et à un moment, il arrive une forme, mais c'est pas ça le plus important. Et du coup, lorsque vous nous envoyez le terme de création, c'est peut-être parce que vous vous référez à ce champ-là de la forme et de la pensée sur l'architecture qui n'est finalement qu'un objet. Alors que pour moi, l'architecture n'est surtout pas un objet. Mais c'est parce que justement nous sommes dans cette plateforme de la création, c'est, je trouve, un terme problématique qu'il faut questionner. D'ailleurs, peut-être pour commencer par une architecture qui n'est pas un objet, on a derrière nous un geste qui est un geste architectural, qui est l'exposition Parallel of Life and Art de 52 par l'Independent Group, donc les Smithson, donc Banham, et qui est une forme de réflexion architecturale sur le monde. Cette idée que l'architecture finalement peut être une série de procédures, une tournure d'esprit, une façon d'aborder la complexité du monde. Pour ça, par exemple, vous développez un lien très fort à la sociologie. Vous pourriez peut-être nous en dire un mot de ce rapport à d'autres formes de pensée, de contamination. Si, ici, vous mentionnez cela également dans votre vidéo, et la vraie dire, ça m'a fait très plaisir de voir cela. Dans une certaine façon, c'est extrêmement important
important pour moi. Lorsque j'étudiais, d'abord j'ai eu ma formation en Espagne, à Madrid. L'architecture espagnole était très centrée sur la forme, sur les matériaux. Et lorsque j'étudiais, j'avais l'impression que ce n'était pas vraiment si intéressant pour moi, comme si c'était quelque chose qui était essentiellement, ou plus exactement, qui ne remettait pas en question les institutions. Par exemple, ça aurait pu être une attitude de l'architecture espagnole à faire un musée, mais sans remettre en question l'objectif du musée. Qu'est-ce que cela, à quoi cela sert? Disons que c'était une architecture qui était magnifique, très belle, très conservatrice. C'était très ennuyeux pour moi. Et j'ai saisi l'opportunité d'essayer de faire en sorte que l'architecture fasse d'autres choses, de se connecter avec d'autres éléments, d'autres pouvoirs qui se trouvent à l'intérieur de l'architecture. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'étudiant, en tant que sociologue, on peut aborder de l'architecture sous d'autres aspects. Et pour moi, cela a été quelque chose de très important. Je me dis, si ces gens parlent de l'architecture de cette façon-là, sur l'aspect performatif de l'architecture, dans cette capacité à assembler des différences ensemble, peut-être que nous pourrions le faire. Et bien entendu, il y a bien d'autres personnes qui, lorsque l'on parle de ces choses, dans une perspective de dessin, de création, de créativité, la sociologie est devenue quelque chose d'extrêmement important, mais pas n'importe quelle sociologie. Cette sociologie française, la tradition de SAS, des personnes comme Bernard Tulle, Michel Calon, Michel Serres, bien entendu, qui ont commencé à aborder des éléments sur lesquels j'avais envie de travailler. C'était un petit peu la découverte de tant de choses qui étaient en train de se produire et pas forcément ce que l'on m'en enseignait à l'école d'architecture qui sont devenues extrêmement importantes pour moi. Et lorsque nous avons commencé à ouvrir notre cabinet, nous avons décidé d'intégrer ces personnes. Nous avons essayé de travailler avec nos topologies, nos sociologies, avec des personnes qui faisaient un dessin d'interaction, un design d'interaction en travaillant avec eux. Et bien finalement, la conversation a complètement changé. Et j'essaye de poursuivre cela, de continuer à le faire avec mes étudiants, essayer de penser l'architecture en quelque chose qui est en dialogue ou qui est en discussion avec bien d'autres forces, avec d'autres disciplines, avec d'autres pensées. Je pense qu'avant les années 80, puisque finalement je pense que la question de la forme vient des années 80, je pense que les architectes étaient capables de penser le monde et étaient capables de se poser la question de la façon de vivre et de la façon d'organiser la société. Et quand ils faisaient un projet, ils questionnaient en fait la façon dont la ville s'organisait, la façon dont la société s'organisait, la façon dont et lorsqu'on regarde même les avant-gardes des années 60, ils étaient vraiment complètement attachés à la question de que va devenir le monde. Et à partir des années 80, à cause de cette question de la forme qui est arrivée parce que les architectes sont mis à construire beaucoup, et qu'il y a eu un grand développement, et tout d'un coup, il y a eu en plus le Star System qui s'est joué là-dessus, et il y a eu en plus... donc en fait, finalement, l'architecture est devenue un objet, et à tel point que les clients attendent que l'architecte fasse un objet, alors que, comme je dis, un geste architectural, alors que c'est pas ça le sujet. Et que en fait, moi, c'est bizarre, mais quand j'étais étudiante, dans les années 70, ça fait longtemps, la sociologie était dominante dans les écoles. Et donc, je vois très bien de quoi tu parles, parce qu'on a d'abord eu, après 68 en France, on a eu les écoles qui ont été investies par les sociologues et qui ont vraiment dominé un peu la question de l'enseignement. Après, on a eu les artistes et après, on a eu les architectes. Donc, on a eu 3 cycles comme ça qui se sont déroulés des années 70 aux années 2000, et les architectes ont pris le paquet et ne la lâchent plus. Alors qu'en fait, je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que la sociologie est fondamentale, l'anthropologie et la philosophie, c'est fondamental dans les études d'architecture. Parce que finalement, à quoi on sert ? À quoi ça sert l'architecture ? Si ce n'est à organiser la société et à permettre aux gens de vivre bien. Donc c'est fait pour les humains, c'est pas fait pour nous les architectes. Et c'est vraiment fait pour permettre aux gens qui vivent, qui pratiquent nos bâtiments, qui pratiquent nos espaces urbains, qui pratiquent tout ça, à un moment d'oublier leur vie difficile. Moi, je dis toujours ça, c'est un moment d'oublier leur vie difficile grâce à la façon dont on leur a permis de vivre ensemble. Alors, sur cette question de vivre ensemble, peut-être j'avance, je saute.
Et j'arrive à Instructeur Co, qui fait une installation de maquettes gâteaux pour l'Armory Show en 71 à New York. Ça, c'est une bonne façon de vivre ensemble, ce moment de partage, en fait, cette sorte d'éphémérité totale de l'architecture. L'architecture serait finalement un moment, un événement, une rencontre, quelque chose de l'ordre de l'éphémère. Ça, c'est possible aussi de penser ça en architecture. Bien sûr. Oui. Oui, parce que l'architecture, c'est pas le bâtiment. C'est pas, et c'est pour ça que, on pourra parler d'enseignement après, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas grave. C'est que, en fait, je pense que le grand tort des écoles d'architecture aujourd'hui, c'est d'enseigner aux étudiants à devenir des designers de bâtiments, parce que c'est pas ça l'architecture, et que c'est fondamentalement pas ça, et que c'est beaucoup plus vaste que ça, et c'est beaucoup plus intéressant que ça. Parce que quand on fabrique des étudiants qui ne savent faire que dessiner des bâtiments, en fait, ils font des bons esclaves dans les agences. Et ça n'a aucun intérêt. Ce que vous appelez l'architectural thinking, qui est une façon de repenser, l'architecture, oui. Tout à fait. Non, de réenglober l'architecture de façon beaucoup plus puissante, de façon plus forte. Quand j'appelle ce que j'appelle l'architecture thinking, si vous voulez que je parle de ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où à Stanford, on a commencé à parler de design thinking, j'ai regardé ce que c'était. Et je me suis posé la question. Et je me suis rendu compte que petit à petit, beaucoup de gens utilisaient le design thinking, pensant que, en utilisant le processus de création des designers, du design, donc le mode d'évolution de la pensée pour fabriquer du design, en fait, quelque part, on arrivait à résoudre des questions de toute nature. Que ce soit des questions d'organisation d'entreprise, que ce soit des questions de fabriquer du projet dans les entreprises, de développer des nouveaux produits, des choses comme ça. Et puis à un moment, donc j'ai commencé à utiliser moi aussi le terme de design thinking. Puis à un moment, je me suis dit, mais pourquoi design? Pourquoi seulement design? Ça suffit pas. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais maintenant on va penser architecture thinking. Parce que l'architecture, c'est beaucoup plus puissant que simplement le design. Et que l'architecture, c'est parce que notre capacité, lorsqu'on a fait des études d'architecture, lorsqu'on travaille dans l'architecture, c'est d'affronter des questions extrêmement complexes. Et ces questions complexes, quand on vient nous voir pour faire un projet, ou quand on doit faire un projet, quel qu'il soit un petit, un grand, un moyen, c'est de convoquer un énorme champ de disciplines, une énorme quantité de disciplines dans l'architecture, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la géographie, la géologie, l'économie, le droit, tout ça, tout est convoqué dans la question qui nous est posée. Et on est obligé d'en faire une synthèse. Et cette synthèse, il faut être capable de la faire. Donc pour ça, il faut être capable de penser. Et il faut d'abord penser avant de dessiner quoi que ce soit. Et une fois qu'on a fait la synthèse, il faut faire une proposition. Et cette proposition, elle doit fonctionner du petit détail grand comme ça à la grande échelle de la ville ou du territoire, en même temps. Et cette fabrication, cette façon d'être, elle est unique au monde. Il n'y a pas une autre profession qui ait cette capacité-là. Il n'y a pas une autre discipline, un autre champ culturel qui ait cette capacité-là. Et en ce sens-là, en reposant la question plutôt d'architecture thinking plutôt que de design thinking, mon objectif, c'est de remettre les architectes comme des vrais problem solvers pour le monde, comme des gens qui peuvent agir, comme des personnes qui peuvent penser et qui peuvent aider. Qu'ils fassent des bâtiments ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent raisonner, penser et apporter des problèmes et proposer des solutions. Et que les solutions, elles sont toutes diverses parce que d'une personne qui a étudié l'architecture à une autre, et je dis volontairement pas d'un architecte justement, parce que l'architecte en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est celui qui a fait des études d'architecture. La réponse sera toujours différente. Et c'est en ça aussi que c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que ça dépend des personnes, ça dépend des humains, ça dépend de la réaction qu'on a vis-à-vis des autres humains. Et c'est d'abord ça, être à l'architecture. Consonance. Dans une certaine mesure, je pense que toute architecture est éphémère, en fait. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'architecture, ce ne sont pas les bâtiments, mais c'est tout l'ensemble, en fait. C'est toute la performance sociale qui produit cette vie quotidienne. Et bien entendu, les bâtiments en font partie, mais également les meubles, la communication, les gestes, les pratiques, les protocoles. Et si nous revenons en arrière, si nous revenons à tous ces cas que vous nous montriez, nous avons vu qu'elles ont été produites avec toutes ces technologies. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord. La restreindre à une seule technologie, qui est celle des bâtiments, c'est de la réduire, c'est presque étriquer ses capacités. Personnellement, je pense qu'il est
très important, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que même les bâtiments sont très temporaires. Même tout ce qui se produit dans la construction change constamment. Nous avons été invités lors de notre fantôme, le fantôme que nous avons fait. Vous avez vu notre fantôme. Et c'était un petit peu en considérant le pavillon de Barcelone et en voyant ce minimalisme que chacun considère comme étant une bonne architecture exige tant d'action, tant de pratiques, tant de personnes, tant d'industries, parce que chacun veut y voir dans cela une architecture qui n'est pas temporaire, sinon quelque chose qui est fixe. Tous les composants doivent être cachés. Pour moi, toutes ces choses étaient cachées dans le sous-sol du pavillon. Et si nous voulons voir la véritable architecture du pavillon de Barcelone, je ne pense pas que ce soit tellement sur les étages supérieurs, mais dans une certaine mesure dans tous les sous-sols où tout ce processus voit le jour. Et pour moi, même ces sous-bassements sont extrêmement intéressants, certainement autant que toute la partie supérieure du bâtiment de Mies van der Rohe. Je pense qu'il en va de même pour l'architecture. Je pense que ce qui se produit est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Cette exigence de processus du matériel de l'architecture, parce que je pense que c'est probablement cette partie qui est celle avec laquelle nous traitons et qui rend l'architecture pertinente au sein des sociétés. Parfois, avant ce que traditionnellement l'architecture considérerait comme l'objet architectural, parfois vous êtes uniquement à l'étape du diagnostic, du scénario, de l'analyse, et vous avez des façons de retranscrire cela, le film, l'exposition, vous donnez à voir, vous exhibez. En fait, c'est une architecture exhibitionniste d'une certaine façon. Elle donne à voir les mécanismes et les procédures qui la font émerger et qui restent invisibles à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'objet, à l'échelle du corps. En effet, je pense que nous pouvons faire de l'architecture avec différentes technologies et de bien différentes façons. Par exemple, lorsque nous réalisons un projet qui s'appelle A Key of Disobedience, nous avons pensé que la clé était probablement l'acteur d'architecture le plus important. Il y a une clé partout, n'est-ce pas? On en trouvera partout. Et l'idée qui sont derrière un certain nombre de publicités sont très étranges en parlant d'une certaine notion de la domesticité comme d'un royaume indépendant. En réalité, il ne s'agissait pas de cela. Il ne s'agissait pas d'une publicité. Et nous les mettions pas, nous n'en faisions pas de la publicité ici. Donc l'idée, c'était travailler avec toutes ces personnes. Et en fait, nous en parlons comme on pourrait le faire avec une clé. Nous avons eu beaucoup de critiques, beaucoup de personnes qui nous ont dit « il ne s'agit pas là d'architecture. Pourquoi est-ce que vous devez déclarer qu'il y a bien d'autres choses derrière les bâtiments ?» Mais quelque chose s'est produit qui était très étrange. C'était un projet qui commençait à être connu, qui a été acquis par le MoMA, puis il est passé en première page de la presse en Espagne et particulièrement Le País, qui correspondrait au Monde en France, un journal à grand tirage. Et il s'est agi d'une personne qui a été mis dehors de sa maison et il ne pouvait pas payer la maison et les personnes se trouvaient en première page du journal. C'était une sorte... Il y avait des manifestations à Madrid pour lui apporter son soutien et cette femme finalement n'a pas été éjectée de chez elle, elle n'a pas été mise dehors. C'était une architecture qui a été beaucoup plus efficace pour elle parce que cela a permis à elle de rester chez elle à l'intérieur de sa maison. Donc il me semble qu'il y a beaucoup plus que ce que nous faisons en apportant une sorte de conteneur. Également, ce que nous faisons, c'est que nous composons dans la société des méthodes particulières et c'est très efficace, cette façon de s'approcher de l'architecture, cette capacité à faire des actions politiques. Qui n'est pas idéologique, c'est ce que vous revendiquez. Je voulais peut-être juste une citation de Claude Parent, dont je sais qu'il est particulièrement important pour votre travail. C'est une figure qui vous a accompagné, qui écrivait avec Virilio
en 68 dans la revue Architecture Principe, justement, que chaque époque possède sa définition spatiale. Une définition spatiale, c'est le système de référence géométrique dans lequel une société s'accomplit. Ce système est sous-jacent à son organisation sociale et politique, à son développement économique et à ses conceptions philosophiques ou religieuses. D'où sa grande persistance. C'est sur cette structure originelle que reposent les bases du droit et les différents types d'appropriation, et ceci aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des populations entières, les relations sociales étant effectivement déterminées par cette définition spatiale. Si bien qu'avant de traiter le problème de l'urbanisme, de l'architecture ou tout simplement du mobilier, nous devons de remonter à ce substrat géométrique primaire en le débarrassant des équipements idéologiques provisoires qui le dissimulent à notre conscience. Et c'est tout le sens, je pense, du travail que vous faites. Alors, vous allez bien de l'urbanisme au mobilier, mais c'est dans une redéfinition permanente de l'espace, localement, avec des moyens à chaque fois réinventés, justement, à l'échelle du mobilier, comme à l'UNESCO, comme au macro, mais à l'échelle de l'espace urbain, quand justement ils s'enroulent et ils montent sur la terrasse du macro. Cette idée de refonder une définition spatiale, à chaque fois, c'est quelque chose qui vous traverse? C'est toujours re-questionner les choses, se poser des questions. Et re-questionner toujours tout, sans jamais considérer comme acquis les choses qu'on vous donne. Mais je voulais dire une chose à André, c'est que Claude Parent était le premier activiste architecte. Parce que dans les années 60, lorsqu'avec Paul Virilio, ils avaient défini la théorie de la fonction oblique, en fait, ils prenaient un praticable, il allait sur les marchés et il installait un praticable oblique et il se mettait là et il haranguait la foule en expliquant que c'était beaucoup mieux de vivre à l'oblique que de vivre à l'horizontale. Et que, en fait, il le démontrait en s'installant dessus, en demandant aux gens de venir avec lui. Donc, c'était un activiste. Et d'ailleurs, il a habité son oblique, puisque... Oui, bien sûr. Et ici, on voit justement au pavillon français que vous avez vous aussi habité, qu'il a soumis, en fait, en 70, lors de la Biennale d'Art, il a soumis le public à cette expérimentation, l'idée que l'architecture permet d'expérimenter, de redéfinir les pratiques, les usages, par le travail du corps, un corps qui est remis en mouvement. Vous aussi, à la Biennale de Venise, vous aviez pensé, alors je parle du pavillon français, je m'en excuse, mais là aussi une scénographie qui était déstabilisante et qui permettait un nouveau rapport à l'espace. D'autant plus que c'était Bloch, le monolithe fracturé, le titre de pavillon, et que donc c'était le travail d'André Bloch et puis de Claude Parent qui était d'abord présenté et d'abord exposé, et que c'était Claude Parent qui avait fait la façade du pavillon en fracturant le pavillon en deux, et à l'intérieur, effectivement, après, j'ai aussi mis une surface oblique impraticable pour pouvoir justement en hommage à leur travail. C'est clair. C'était totalement référentiel. Mais ça continue dans votre travail. Il y a toujours un rapport phénoménologique à l'espace, à l'expérience que l'on fait. À l'expérience du corps dans l'espace, oui. Il y en a toujours eu. Et parce que le corps dans l'espace, c'est fondamental. Enfin, il n'y a pas d'espace s'il n'y a pas de corps, ou s'il n'y a pas d'humain. Enfin, moi j'appelle ça toujours des humains, mais parce que ce sont des corps, mais ce sont des humains. Et si l'espace, il est juste un espace pour la photo et un espace photogénique, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et j'ai vu trop souvent des bâtiments construits qui n'étaient que photogéniques et dans lesquels les corps étaient oubliés, enfin on oubliait la présence du corps. Je pense que c'est très intéressant de rapporter cela. Effectivement, ce qui est très important pour moi, c'est que dans toutes ces discussions sur le rôle de l'architecture, dans la réalisation de la politique et dans la réalisation d'une société et d'une vie quotidienne, il y a également des composants extrêmement mûrs. Et à mon sens, cela est très important. Les surfaces obliques transforment complètement l'expérience de l'espace. Elles transforment complètement la façon dont l'on ressent la vie quotidienne. Donc toute cette distinction entre le design et la performance est quelque chose qui, à mon sens, doit être réfléchi, doit être pensé. Et
particulièrement à travers le design et par l'adaptation des matériaux, dans la façon dont les surfaces sont réalisées, les matériaux sont construits, les détails, leur consistance. C'est aussi à travers cela que les sociétés se construisent et que les corps s'organisent dans la vie quotidienne et que nos sociétés se construisent. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement particulier parce que pour de nombreux domaines, la société de la construction voit que quelque chose se produit. Ici, on parle d'idées, de mots. Du point de vue architectural, je pense qu'il y a une grande capacité également à penser le rôle des bancs, des tables, des chaises. Et c'est très intéressant. Je pense que le travail que vous avez réalisé était justement très intéressant dans ce sens et cela a été abordé de façon très claire. Vous faites si on fermait la porte. Tout d'un coup, on interviendrait sur l'espace sans vous prévenir. Et on s'est demandé tout à l'heure s'il n'y avait pas une télécommande pour vous fermer la porte et séparer le public en deux. Voilà. Sur cette question justement du rapport aussi très précis de l'objet à l'espace, au corps, à la façon qu'a le corps, le design, l'architecture de recréer une domesticité, d'agir sur les rituels. On a ici la proposition de Sottsass, enfin c'est une parmi les très nombreuses que les radicaux italiens ont été invités à faire pour l'exposition au MoMA en 72. Et je vous lis juste une phrase de Sottsass qui dit qu'il s'est demandé souvent quel peut être le rapport entre un environnement formel et les événements qui s'y déroulent. On retrouve la notion d'événement, de rituel. Je me suis demandé souvent s'il y avait une raison pour laquelle les déclarations de guerre partent de grands palais avec coupoles et colonnes blanches, s'il y a une raison pour laquelle les chansons naissent dans les rues, ou s'il y a une raison pour laquelle les événements dans les maisons des riches se déroulent toujours comme des opérations mathématiques. Et il conclut bien sûr qu'il y a un rapport entre l'environnement et les événements. C'est quelque chose dans le design, par exemple, quand vous travaillez sur une lampe, sur un mobilier, sur une assise, sur une borne comme à l'UNESCO, c'est quelque chose, vous avez une conscience du corps, du geste, du placement. Quand on fait du design, c'est obligatoire puisqu'il faut bien, et on change d'échelle, enfin c'est une question de rapport direct au corps et au toucher, à la matière et à la façon dont le corps va s'installer et le corps va vivre avec ou pas. Mais j'aime bien cette phrase de Sottsass parce que je trouve que c'est vraiment ça et je suis sûre effectivement que les guerres partent des grands palais avec coupole et que ça a une relation parce que comment je pourrais dire ça, je pense que l'ego des gens qui vivent dans les palais est surdimensionné. Et l'espace du palais surdimensionne l'ego de la personne, même si elle rentre avec un petit ego, elle prend un grand ego. Parce que c'est inévitable. C'est inévitable. Vous vous baladez dans des espaces qui sont gigantesques et qui sont très très grands. Et quelque part, vous devez y vivre. Et alors que si vous vivez dans une grotte, vous allez vivre totalement différemment. Les murs, vous les touchez et vous êtes là en train de vous regarder comme ça. Enfin, physiquement, l'espace, la forme de l'espace a un rapport au comportement de l'humain. C'est totalement évident. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être si attentif à la façon dont l'humain va vivre dedans, va se déplacer, va s'installer, plutôt que simplement se poser la question du rapport de proportion et de la composition formelle, qui n'a, encore une fois de plus, je le dis, aucun intérêt. Oui, disons de cette façon, disons dans notre vie quotidienne, lorsque nous parlons de l'architecture, les gens en général disent, et nous le disons aussi probablement, que disons, est-ce que l'architecture peut contenir les gens? Mais moi, en fait, je pourrais dire, en fait, que l'architecture produit les individus, elle produit les individus, les gens d'une façon extrêmement directe. Mais je pense que c'est également très important de voir que la subversion fait partie de la réalisation de l'architecture. La subversion est un énorme capital pour nous. Et on peut avoir une subversion dans les palais et essayer d'y résister. Et c'est quelque chose qui, à mon sens,
gagne en importance, et ce, dans la mesure où aussi bien les architectes, nous pourrions dire que nous étions en train de faire une surveillance de l'espace en développement des stratégies qui permettent d'intervenir dans des espaces qui sont destinés à produire une société très particulière. Mais nous, architectes, nous pouvons travailler pas tellement pour travailler cette harmonie dans les espaces, mais plutôt intervenir et introduire des alternatives et la subversion. Et je pense également qu'il y a la possibilité de développer des architectures qui introduisent la capacité pour que d'autres la transforment, puissent s'en emparer. Et ces deux aspects de la pratique architecturale sont cruciaux pour moi, et même encore plus cruciaux que l'atmosphère politique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La transgression, elle est fondamentale. La subversion, la transgression, la résistance, tout ça, ce sont des mots évidemment qui fonctionnent bien. Quels sont les lieux de cette subversion? Où est-ce qu'on peut subvertir? Tout, partout, tout le temps. C'est la Par vie. quel moyen? C'est notre vie, c'est notre façon de penser, c'est notre façon d'être. C'est-à-dire qu'on doit, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne jamais se satisfaire de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous fait, du statu quo, des choses convenues, c'est être subversif. Parce que, en fait, les architectes, on est des emmerdeurs. On est des chiens à vivre. Parce qu'on est tout le temps, enfin, je le dis franchement, enfin, avec des gros mots, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on est tout le temps en train de questionner. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Et pourquoi ça? Mais non, mais on pourrait faire ça comme ça, etc. En fait, on n'est jamais, on n'est jamais satisfait. Et comme on est des insatisfaits permanents et chroniques, en fait, on emmerde tout le monde. On emmerde les clients, on emmerde les gens avec qui on vit, on emmerde les amis, on emmerde tout le monde. Parce qu'on est tout le temps en train de vouloir repositionner un truc, le déplacer, dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, on a une façon d'être qui est la question permanente. Questionner. On discutait d'un exemple précis. Vous travaillez dans un musée, dans un centre d'art actuellement qui est que vous réhabilitez, que vous rénovez et que vous exposez en même temps. Donc le chantier est accessible au public, la transformation est publique, elle est donnée à voir, et il faut négocier, parce que comment est-ce qu'on amène du public sur un chantier? Il faut porter un casque, on ne peut pas passer dans certaines zones. Oui, mais l'œuvre d'art, il y a des polices d'assurance, il y a tout ça. Comment on négocie tout ça? C'est quelque chose qui est en cours à l'heure actuellement. Il y avait donc ce musée qui s'appelle le Centre d'art du 2 mai, qui a une collection magnifique, qui est une donation en fait, qui est un don. Donc ici, la question... Et il s'est agi non pas forcément de détruire le bâtiment. En fait, si, en réalité, nous leur avons proposé plutôt de transformer le bâtiment qui était déjà existant et de le faire de façon à ce que les étapes pouvaient être vues du public, c'est-à-dire que la transformation du bâtiment devenait une partie du contenu du musée et que les artistes pouvaient intervenir au cours de tout le processus, et le processus restait ouvert à la discussion entre les groupes organisés. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étape. Et la question est très importante ici, celle que vous posez, parce que dans une certaine mesure, cette façon d'agir qui a une tradition dans l'architecture, dans les expériences dont nous pouvons nous souvenir, remet en question la façon dont les lieux de construction, les chantiers sont organisés juridiquement. Cette capacité du design architectural et de l'action de remettre en question la légalité est extrêmement intéressante. Par exemple, toute la question concernant la sécurité, vous avez mentionné les risques comme quelque chose qui doit être géré, abordé, et tous ces principes de précaution qui sont des idées magnifiques, qui traitent de la question d'éviter les risques dans une certaine mesure. L'architecture peut apporter quelque chose, mais en tout cas, la façon dont elle se produit, dont elle est traitée, est quelque chose d'extrêmement exaltant, parce que à ce moment-là, les gens deviennent experts en architecture et toute la discussion devient bien plus intéressante. L'architecture devient importante pour elle, importante pour le musée. Et cela permet de joindre toutes ces idées, tous ces points de vue auxquels nous n'aurions
ont sans doute pas pensé. L'architecture est vue comme une conversation entre de nombreux individus. Et pour moi, c'est quelque chose que je pourrais percevoir comme quelque chose de plus civilisé, plus amusant, plus exaltant. De faire émerger plutôt que de prescrire. La question de la prescription de la norme, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, extrêmement lourd aujourd'hui. La question aussi, d'un point de vue structurel, vous êtes beaucoup intervenu dans vos projets pour justement aller sur le terrain de l'ingénieur. Le premier projet, évidemment, c'est la BPO avec cette façade réalisée avec Pinterest, qui est une première en son genre. Peut-être que vous pouvez nous parler de comment on rentre sur ces terrains-là, comment on revendique cette... Eh bien, on analyse la réglementation et on essaie de trouver les failles. Alors, évidemment, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de failles et c'était pratique parce qu'on pouvait trouver tous les trous et se glisser dans les trous partout. Aujourd'hui, depuis, les pompiers, les gens de la réglementation ont appris à combler les failles et à les bloquer. Et donc, il y en a de moins en moins. Donc, en fait, le problème, c'est comment on va devoir pouvoir les réouvrir aujourd'hui. Et il y a un truc qui m'insupporte totalement dans le monde, et en France particulièrement, mais dans le monde en général, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Parce que le principe de précaution, il est même dans la Constitution en France. Or, le principe de précaution, il est défini de façon très précise, il est dit pour le définir qu'en fait, ce n'est pas le risque avéré, c'est si on envisage qu'il y a une potentialité de risque, il vaut mieux ne pas le permettre. Ça veut dire qu'à la limite, on ne fait plus rien. On ne bouge plus. On reste sans rien faire. Parce que tout est risque. La vie, c'est prendre des risques. Vivre, c'est prendre des risques. Respirer tous les matins, c'est prendre des risques. Donc si on ne prend pas de risques, on ne vit plus. Et si en plus, on n'est pas capable de se tromper et d'accepter qu'on se trompe. Parce que se tromper, apprendre de ses erreurs et recommencer, c'est la meilleure leçon qu'on puisse avoir quand on est étudiant en architecture ou quand on est architecte. Et on a le droit de se tromper. Parce qu'on est des humains et qu'on ne vit qu'une seule fois, donc il faut en profiter. Et donc, enfin, tout ça, ce sont des phrases que je dis tout le temps, mais je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, on est des intranquilles, des non-tranquilles. On est des gens qui ne sont jamais tranquilles et qui rendons le monde, on cherche à rendre le monde non tranquille. Et c'est important. Parce que le monde tranquille, c'est ennuyeux comme pas possible. C'est pas la vie, c'est la mort. Et à partir du moment où on est vivant, on considère qu'on va inventer, qu'on va innover, qu'on veut produire quelque chose pour les autres, eh bien on ne peut pas être tranquille. Parce que c'est super compliqué de produire quelque chose pour que les autres soient heureux. Et pas simplement vivent bien, aussi qu'ils soient heureux. Parce que c'est facile de faire un musée finalement. Parce qu'un musée, vous ne connaissez pas les gens qui vont le pratiquer, vous les rencontrez à la fin. Et faire un musée, c'est rencontrer des potentielles personnes, mais on ne les connaît pas. Travailler pour des gens, pour faire une maison, pour travailler sur le logement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça veut dire, quelque part, se poser la question de comment ils vont vivre. Qu'est-ce que ça veut dire la famille? Qu'est-ce que ça veut dire vivre à 2, vivre à 3, vivre avec les parents, avec les grands-parents, avec les enfants, puis changer et recommencer dans la vie, etc. Mais tout ça, ce sont des questions qui ne se posent plus du tout. Parce qu'on a réglementé et rendu avec des cadres, avec des grilles, avec des systèmes où le dernier immeuble de logement que j'ai fait, j'ai trouvé ça horrible, parce que jusqu'à la position du radiateur qui était positionné dans l'espace et que je n'avais pas le droit de changer, alors que je n'avais pas encore dessiné le bâtiment. Donc je trouvais ça abominable. Ça veut dire que quelque part, mais c'est horrible, ça veut dire que quelque part, on n'a plus notre capacité d'inventer, de proposer quelque chose pour les personnes qui vont vivre dedans. Et ça veut dire qu'on ne travaille plus dans l'architecture. Sauf que quand même, vous êtes confrontés l'un et l'autre à des programmes d'habitation. La House for Never Neverland à Ibiza, qui est quand même le lieu de l'hédonisme, du corps libéré, du corps désirant. Vous avez conçu une maison secondaire là-bas. Et vous avez eu la chance de vous frotter à Antilovag en rénovant une de ces maisons bulles à Théoul-sur-Mer. Antilovag, si vous avez en tête, c'est le palais bulle de Cardin. Peut-être que l'un et l'autre, vous pouvez nous parler de ces expériences-là précises sur ces logements hédonistes. Quand je suis rentrée dans la maison pour la première fois, j'ai dit à la propriétaire, je pense que cette maison, c'était 6 sex and drug. Et c'était ça. Avec la piscine. Et donc, c'était formidable. C'était la vie rêvée. Et donc, il fallait travailler là-dedans en se rappelant cette période du 6 sex and drug.
Donc c'est la couleur, c'est la courbe. Non, ça c'était le côté pop art, c'est le côté voilà. Mais c'était surtout la courbe, les bulles. Enfin, je pourrais vous raconter plein d'histoires qu'on m'a racontées par ce qui s'est passé dans cette maison, mais c'est hallucinant. Et je rêve qu'aujourd'hui, vous soyez capable de faire pareil. Et je pense que vous n'êtes pas capable de faire pareil. Et aujourd'hui, pour construire une maison hédoniste ou pour construire une maison bulle, eh bien, ça ne serait pas possible. Parce que la réglementation vous l'interdirait. Parce qu'on vous dirait qu'il faut faire un toit, parce qu'il faut faire un mur, parce qu'il faut poser le mur à cet endroit-là par rapport à la rue. Et en fait, les pires ennemis des architectes sont les architectes. Parce que ce sont les architectes qui font les règles d'urbanisme dans les plans d'urbain. Et ce sont eux qui imaginent en extrapolant ce qu'eux aimeraient bien faire et qui parce qu'ils sont peut-être frustrés parce qu'ils ne font que le plan d'urbanisme, là je vais très loin, donnent des règles et disent à l'autre ce qu'il faut faire. Et du coup l'autre il est dans un carcan, il n'a pas le droit de bouger. C'est monstrueux, non ? Ceci dit, à l'époque, les architectes des bulles ont eux aussi connu des déconvenues, puisqu'ils ont vu des permis de construire refusés. Enfin, c'est aussi l'histoire d'un... Oui, mais cette maison en particulier, puisque c'est la première, ils ont effectivement commencé à la construire sans permis de construire. Puis à un moment, il y a un architecte qui est arrivé, un architecte de la ville qui est arrivé pour leur dire mais il faut déposer un permis de construire. Ils ont envoyé 3 croquis. Évidemment, c'était pas du tout satisfaisant comme permis de construire. Et donc, ça a été refusé, mais ils ont continué à construire pendant ce temps-là. Puis après ça, ils ont dû refaire un permis de construire en redessinant des plans. Et puis à un endroit, ils étaient obligés de mettre des tuiles. Donc dans cette maison bulle, il y a un arrière de bulle où il y a un bout de mur avec un enduit et des tuiles au-dessus. Voilà, c'est la subversion liée à la réglementation. À Ibiza, on met des tuiles également ou pas de tuiles à Ibiza? Non, nous avons réussi à ne pas mettre de tuiles. Je pense qu'à ce moment-là, ça a été un très bon moment, très agréable, parce que nous avons pu faire ce que nous avons voulu, en fait. L'île vivait un moment très particulier avec une certaine liberté. Et si l'on connaissait des gens de la ville, ils pouvaient vous expliquer comment faire les choses. Ils vous disaient, vous pouvez parler à telle personne, vous allez pouvoir le convaincre. Voilà, il faut conserver un peu de cette expérimentation qui a fait que l'Europe des années 60 et 70 ait été si intéressante. La maison a été commencée en 2005 et puis elle a été finie en 2009. En 2009, c'est un projet super long. Mais ce qui est très intéressant ici à voir, c'est que Ibiza est devenu ce lieu absolument incroyable, ce lieu de la nuit. Et bien des choses qui ont été explorées dans la construction sur cette côte-là étaient très importantes car elles permettaient que les choses puissent se concréter, cette façon pour, par exemple, de détourner la réglementation. C'était des choses qu'avaient développées les personnes qui travaillaient dans l'industrie des discothèques et de l'industrie de la nuit. Pour moi, c'est un autre aspect du Sex and Drugs, en fait, cette façon de produire sans de l'architecture. Ce n'est pas simplement le design, la création, mais une façon également de détourner un jugement qui est extrêmement rigoureux. Et en même temps, il y avait eu un autre aspect. Il y avait cette maison, la maison House of Never Never Land, porte sur c'est également une vallée qui a été très endommagée par le tourisme, la vallée où elle a été construite. Et nous avons voulu que la maison représente une sorte de préservation de cet environnement. L'idée de la faire de façon à le montrer clairement, à faire en sorte que c'est quelque chose qui doit être apolitique, mais également en abordant les questions d'environnement, c'est-à-dire cette capacité à réinventer, cette volonté d'expérimenter, de voir l'architecture dans un espace particulier. Et faisait qu'on pouvait porter des jugements architecturaux qui ne pouvaient pas être faits à l'égard d'une architecture qui se prenait au sérieux. Ici,
ici, on était dans un environnement d'hédonisme, de vie nocturne qui permettait d'accommoder des questions environnementales, tout comme par le passé, elle avait accepté une tolérance pour plein d'autres choses. C'est pour ça que j'adore Ibiza, les maisons, les bulles, la vie nocturne, le sex and drugs. Ici, nous sommes en mesure de traiter sur les questions politiques. Et puis la légèreté apparente de l'hédonisme. Il y a une installation que vous avez fait pour le MoMA PS1, Cosmo, qui est la parfaite synthèse des questions environnementales, politiques, carrément géopolitiques, qui sont liées à la dépollution de l'eau à Manhattan, à New York, et la fête, puisque c'est sur le toit du MoMA PS1. C'est en gros une installation qui permet de se rafraîchir et de danser toute la nuit, tout en prenant conscience matériellement, plastiquement, esthétiquement, de ces questions absolument cruciales. En effet, c'était tout à fait tout comme on avait ces principes de précaution. Moi, je déteste ce côté un peu le vert, la verdeur, cette espèce de tendance à penser constamment qu'il faut faire quelque chose de bon pour les villes en apportant de la purité et faire en sorte qu'elles deviennent vertes. Parce que lorsque l'on voit en détail ce que ça signifie, comme par exemple dans une ville comme New York, cela signifie qu'avec l'excuse de retirer, de faire disparaître la toxicité, on a aussi l'idée de faire partir des personnes qui ont des niveaux de vie inférieurs, en espèce d'assainir la ville, en déplaçant toutes ces choses en des endroits comme la vallée de Susquehanna, où il y a les incinérateurs de la ville de New York. Et lorsque nous avons fait ce projet Cosmo, pour nous, c'était très important de voir également la tradition des fêtes comme quelque chose qui était beaucoup plus sophistiqué, plus travaillé. Par exemple, les gens qui prenaient de la drogue ou buvaient de l'alcool. C'est une façon sociale d'aborder les imperfections de la vie quotidienne en partant du principe que la pureté n'est pas si possible et qu'il est important de développer une culture de toxicité, de nouvelles situations. Pour moi, c'était un environnement parfait pour revenir sur les façons dont on vivait auparavant dans la ville. C'est un geste politique de façon à faire revenir également toutes ces choses qui sont éloignées de la ville, ramener des individus, ramener une toxicité comme quelque chose que l'on peut aborder, traiter, et on ne prétend pas ici que l'on va tout jeter à la poubelle et elles disparaissent, elles vont ailleurs, on ne les voit plus. Il vaut mieux en traiter culturellement et notamment les intégrer dans cette vie quotidienne. C'était un peu l'objectif de ce projet. Ici, nous avions l'idée de faire une espèce de bulle énorme pour des fêtes, mais qui apporterait toutes ces choses qui ont été éloignées de la ville. Bondir sur cette question de trouver finalement dans ce qui est là, dans toutes les imperfections de la ville, son impureté. Il y a une une vidéo d'Ugo Lapietre qui est habiter, c'est être partout chez soi, à casa propre. Et on voit Ugo Lapietre se raser dans la vitrine, enfin le verre réfléchissant d'une vitrine. Et ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est que s'approprier le territoire, c'est récupérer les espèces disponibles et appliquer la créativité à ce territoire en y trouvant les potentiels et en trouvant dans ce territoire les paramètres qui caractérisent l'intervention de l'individu dans la définition de son environnement. La propriété, l'utilisation du terrain, l'exploitation des ressources naturelles, l'emploi des équipements fixes et mobiles, mais aussi les déchets, etc. Vous, à Rome, vous faites entrer l'espace public dans le musée en disant mais le musée, certes, mais finalement, ce qui importe, c'est ces lieux de rencontre, ces lieux de l'imprévu, de l'improbable. La ville, elle est cette matière vivante, brute. Oui, parce que les musées sont toujours considérés comme des objets intouchables dans lesquels on ouvre la porte et on regarde et on est fasciné. Alors que moi, j'aime que le musée, j'ai eu une réaction un jour très très forte quand j'ai visité la Tête Moderne, une exposition, et où j'étais en train de regarder des expositions, puis je parlais avec une des amies, et j'étais en train de parler, et tout d'un coup, quelqu'un m'a dit « Chut !» Et j'ai fait, attendez, excusez-moi, je ne suis pas dans une église, je suis dans un musée, j'ai le droit de parler. Et ça m'a insupporté. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, un musée, c'est un endroit dans lequel on interagit, dans lequel on se promène, dans lequel on peut aller voir les œuvres, on les regarde de la façon dont on veut, on peut même s'allonger par terre si on veut. Enfin, c'est un endroit pour
pour le public, enfin c'est pour eux, c'est pas fait uniquement pour la contemplation silencieuse de l'œuvre d'art magnifique et surtout pas du bâtiment magnifique. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où j'avais vu que dans le quartier où j'étais, il n'y avait pas de place comme à Rome habituellement, par la superposition de l'idée de faire un toit habité et de regarder comment les hauteurs d'entrée pouvaient se gérer. En fait, l'idée était de fabriquer une place publique et de faire en sorte que la partie supérieure soit une place publique dans laquelle on puisse aller sans entrer dans le musée et que le foyer en bas soit aussi un espace public intérieur dans lequel on pouvait rentrer. Et j'ai bataillé à l'époque avec la ville en leur disant mais il ne faut pas mettre de ticket à l'entrée de cet espace. On met le ticket simplement à l'endroit où on entre dans les salles d'exposition si vous voulez vraiment faire payer les gens. Et finalement, c'est à peu près ça qu'il y avait au début. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais c'était de dire que le musée, c'est un endroit où on vient pour rencontrer ses amis, où on vient pour aller rencontrer les gens, pour discuter avec eux. C'est pas un endroit, c'est pas une église. Et donc ça se joue aussi une négociation avec les entités publiques sur où s'arrête. Vous parlez du traitement du sol, oui. C'est fondamental. Oui, le sol de la rue rentre dans le bâtiment, puisque c'est la pierre qu'on a utilisée pour les deux surfaces, le foyer à l'intérieur et l'espace au-dessus, c'est la pierre du basalte des trottoirs. Donc on a continué le trottoir à l'intérieur. Oui. Et c'est accepté aussi... Je vous montre juste cette image, alors qui est connue, extrêmement connue, vue et revue, mais qui est de Peter Cook, Archigram, cette plugin city, c'est cette idée de la ville qui accommode l'autodétermination finalement des individus, l'imprévisibilité, et qui est une ville qui finalement s'agrège, qui se compose du local vers le global, qui se compose de façon émergente, qui se compose justement à travers ces négociations, ces conflits. Oui, mais je pense que d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça va devenir l'urbanisme dans le futur. Je m'interroge en ce moment sur ce que va être l'urbanisme, parce que à quoi ça sert de faire des plans d'urbain, à quoi ça sert de faire des cartes de ville lorsqu'on a des GPS? Parce qu'avec le GPS, vous pouvez retrouver votre chemin, votre possibilité d'aller quelque part, sans avoir besoin de connaître le plan ni la rue, ni d'avoir des rues, des boulevards, des choses comme ça. À quoi ça sert? Donc pourquoi on ne pourrait pas imaginer que dans le futur, les villes sont faites par rapport à des parcours de GPS ou par rapport à la façon dont on va pouvoir juste se repérer dans l'espace grâce au GPS? Puisque à quoi ça sert de faire un plan? On s'arrache définitivement à la normativité du plan. Ben oui. Well, we did a research now. Nous avons fait une recherche sur Grindr depuis 2 ans maintenant. Ça a été très intéressant. C'est justement ce que vous dites, c'est-à-dire que les gens utilisent toutes ces apps, ces applications, dans une façon qui reprogramme complètement la forme des villes. Et nous avons trouvé des histoires tout à fait incroyables. Par exemple, les réfugiés qui viennent de Syrie utilisent Grindr pour se retrouver, pour s'orienter, ce qui signifie qu'immédiatement, ils peuvent abandonner des lieux pour réfugiés, en retrouver d'autres. Et ils finissent par avoir une sorte de transition tout à fait naturelle pour s'intégrer dans les sociétés qu'ils traversent et tout à la fois. C'est vrai qu'également, par exemple, la police égyptienne ou la police, oui, c'est ça, utilise Grindr pour suivre les gens, pour arrêter les homosexuels qui prétendent que ce sont des utilisateurs de Grindr et ils peuvent utiliser par GPS, ils trouvent l'emplacement où se trouvent les personnes qu'ils recherchent et peuvent les arrêter. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense également que nos politiques se produisent également au sein de ces nouveaux urbanismes. Je pense également que c'est un défi pour nous-mêmes en tant qu'architectes de travailler sur ces points. Je pense que c'est quelque chose de très important. Également, par le passé, lorsque les gens spéculaient sur les implications que pourraient avoir dans les villes les interactions digitales et numériques. Les gens pensaient que finalement ce n'était pas forcément important et pourtant ce n'était pas vrai. L'emplacement est extrêmement important et nous voulons trouver des choses tout près de là où nous trouvons et nous avons commencé à construire cet urbanisme urbain grâce à la proximité. Je crois que l'un des nombreux défis qui nous appartient d'aborder aujourd'hui
aussi, je les trouve tout à fait très intéressants parce que le résultat de ces nouvelles amitiés, ces amours, ce sexe entre les étrangers qui se dessinent, qui apparaissent, qui se font jour, ce sont également de nouvelles citoyennetés qui émanent de cette interaction numérique et je pense que c'est un moment très exaltant d'y penser. Versif ou résistant ou détourner les choses. En fait, l'idée serait de comment penser la ville pour ne pas être détecté par le GPS. Et ça, c'est un vrai sujet. Par le GPS et par toute autre forme d'analyse. Là, c'est la seule incartade. Il y a eu le référendum sur la loi électorale en Italie l'année dernière, et ça, c'est le plan des résultats bloc par bloc à Turin. C'est monstrueux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette... Alors, on a parlé justement de subversion, de s'extraire de la normativité, que ça soit celui du plan, de la coupe, de la norme, du public, etc. Et là, on arrive finalement à une forme, pas tant de contrôle que de connaissance absolue, de singularisation absolue, d'atomisation de la société, où finalement l'individu, que ça soit à travers Google, la publicité indexée, etc., finalement devient presque un produit ou un agent, quelque chose de à la fois neutre et d'agissant dans un système qui est finalement un système aussi technocapitaliste. Comment on s'arrache à ça? Oui, mais en même temps, c'est aux citoyens de prendre en main les outils. C'est-à-dire qu'en fait, à San Francisco, par exemple, il y a dans les arrêts de bus, à certains endroits, comment ça s'appelle ça, les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs où vous mettez votre téléphone pour... Pour charger? Non, pas pour charger, pour prendre des informations sur votre téléphone. Voilà, les codes QR, je ne sais pas comment ça s'appelle moi. Et donc, à partir de ça, la ville vous pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez dans ce quartier-là. Dites-moi ce que vous voulez ici, autour de vous. Qu'est-ce que vous avez? Et les gens répondent. Donc, quelque part, la ville devient participative d'une autre façon aussi. Mais donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer partout. Et c'est vraiment, vraiment important pour savoir comment penser la ville demain. Parce que la ville, avec les rues, les avenues, les boulevards, les monuments dans l'axe et tout ça, c'est plus le sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, que la ville en 3D est beaucoup plus intéressante. Ça veut dire que quelque part, l'adresse, elle est où? Elle est à quel niveau? Elle est dans quel endroit? On n'est pas encore totalement dans le 5e élément, mais ça va pas tarder. Mais à la limite, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir comment un individu se repère dans son quartier, existe par rapport aux autres, et comment il va accepter la domination du système sur lui ou pas. Et comment il va décider de s'en affranchir ou pas. Et je crois que tant que quand on fait de l'architecture, quand on ne se pose pas ces questions-là, on ne se pose pas ces questions de comment re-questionner, comment résister, comment être subversif, comment vraiment détourner les choses, en fait, qu'on n'est que juste des petits soldats en armée, en rang d'oignon, et on ne fait que répondre au grand capital, si on veut parler comme ça. C'est pas le sujet. Mais on fait juste que répondre et on se rend même pas compte qu'on est complètement assujetti. Et que c'est surtout pas ça qu'il faut être. Parce que c'est tellement plus fantastique que ça, l'architecture. Je pense que c'est un point très important. Et à mon sens, c'est un fait que l'architecture a cette tradition urbaine qui ne signifie pas nécessairement que nous devons travailler dans les villes, mais que nous gagnons une certaine indépendance et que nous protégeons l'espace du commun, l'espace de la politique. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Si nous discutons de l'architecture européenne, c'est quelque chose d'extrêmement clair, c'est-à-dire que l'architecture ne sert pas simplement le pouvoir de nos clients, disons, mais également elle s'occupe de l'espace, de la politique, des réseaux où se produit la politique de façon à pouvoir introduire la démocratie, la transparence, beaucoup de ces valeurs qui sont respectées par des minorités. C'est une certaine mesure où l'Europe également les protège. Je crois que également c'est un peu la réputation de l'Europe qui est en jeu ici, mais nous travaillons par exemple, nous avons fait cette recherche pour savoir comment Berlusconi est devenu puissant. Comment est-ce que cela s'est
produit qu'il est devenu si puissant. Il n'était pas si riche au début, il n'était pas si convaincant, il n'avait pas des idées si exaltantes. Comment est-il devenu si puissant? Et nous nous sommes rendus compte que l'architecture jouait un rôle essentiel, qu'avant d'être un politicien, il est également, au sein de l'architecture, il a développé, c'était une sorte de transmédia avec ses constructions polyédriques. Et c'est ainsi qu'ils ont fait le développement des shows télévisuels au sein des maisons, de façon à pouvoir contrôler complètement la vie des personnes. Et il me semble que c'est quelque chose que les architectes ont laissé de côté, que nous ont abandonné. Ils ont laissé tomber en route cette possibilité de l'architecture de se développer et de connecter en ligne ces interactions avec celles qui sont offline, c'est-à-dire qui sont déconnectées. Cette connexion avec l'espace en construction, je crois que l'un des défis, et je suis tout à fait d'accord avec l'importance des GPS, l'un des défis donc, c'est que l'architecture doit se réapproprier ces territoires, repenser l'espace et probablement pourrions-nous faire beaucoup pour intégrer dans ces environnements transmédia les garanties qu'en tant que discipline, qu'en tant que trésor, comme la démocratie, l'espace public, la transparence, l'inclusion, le respect des minorités, comme cela a été inventé, qui ont permis qu'existent notamment les places, ce qui était un lieu social, c'était une invention architecturale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous inventions des urbanismes transmédia qui, dans une certaine mesure, apportent des valeurs qui sont des éléments fondamentaux et de façon à que ce ne soient pas des acteurs absolument singuliers. Vous parlez de l'Europe, sujet brûlant s'il en est. Vous êtes deux figures qui sont l'exemple même de ce qu'est le monde aujourd'hui, ouvert. Vous êtes basé en France, mais vous avez tout de suite une reconnaissance internationale, très vite nommé dans différents pays, une très forte connexion aussi avec Londres, avec la A. De votre côté, vous êtes madrilène, mais vous exercez aussi aux États-Unis. Donc il y a cet espace ouvert. C'est presque plus une question, et pourtant ça semble l'être encore. Comment vous voyez ces connexions se fabriquer? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un débat européen, une scène européenne, une question européenne très forte? Les questions qu'on aborde ce soir, est-ce qu'elles sont ancrées ici? Est-ce que vous les retrouvez ailleurs Non, on les retrouve partout, ces questions-là, aujourd'hui. Et je pense que l'Europe est en train de perdre beaucoup par rapport justement à l'architecture et à la capacité de produire et d'inventer, d'innover. Et c'est dommage, parce que elle n'en perd pas seulement sur la question du politique, mais on perd aussi sur le champ de l'architecture. Et qu'aujourd'hui, la liberté, elle est ailleurs. Et c'est dommage. Enfin, c'est formidable de la découvrir ailleurs, mais elle est ailleurs. Mais en même temps, moi qui suis plus âgée que toi, j'ai grandi dans un monde où les frontières tombaient, le monde s'ouvrait, le globe devenait de plus en plus grand, et au fur et à mesure que je grandissais. Et depuis aujourd'hui, le début des années 2000, le monde se rétrécit. Et cette restriction, ce rétrécissement du monde est problématique. Parce qu'il est aussi problématique pour l'architecture, il n'est pas seulement problématique pour le droit des humains, parce que le droit des humains c'est fondamental, mais c'est vraiment crucial. Le droit des femmes, le droit des humains, mais aussi pour l'architecture. Et il est fondamental que les architectes, que les gens de l'architecture, parce que je ne veux pas parler des architectes, que les personnes qui pensent dans l'architecture se réveillent et qu'elles se disent qu'elles ont à agir, qu'elles ont la possibilité de comprendre comment on peut réouvrir les frontières, comment on peut... Le mouvement, j'ai trouvé formidable, le mouvement qui s'est créé aux États-Unis, où tout le monde a commencé, on ne veut pas des murs, mais on veut des ponts. Et donc commencer à dessiner des ponts plutôt que des murs. À partir du moment où Trump voulait construire son mur, il veut toujours le construire. Et donc commencer à penser que finalement, c'est un geste architectural que de construire un pont. C'est un geste architectural que lancer quelque chose vers quelqu'un de l'autre côté, plutôt que de fabriquer une barrière. Et puis après, on peut se poser la question de c'est quoi le sens du mur. Parce que je me souviens qu'en 2006 ou 7, je ne sais plus, quand j'avais été faire un workshop à Sayark, à l'époque, ils étaient en train de construire le mur du côté de Tijuana et de la frontière mexicaine. Et j'avais donné comme sujet le mur, justement, à l'école, à mes étudiants du workshop. Et je leur avais demandé de construire un mur au travers de l'école. Et de définir donc quelles étaient les communautés dans l'école qu'il fallait séparer.
Quels étaient les individus, quels étaient les ateliers qu'il fallait séparer? Où étaient les différents espaces, comment il fallait les couper, puisqu'il fallait fabriquer un mur. Et ça les perturbait terriblement, parce que fabriquer un mur dans le sein d'une communauté de 500 étudiants, c'était problématique. Donc à la fin, comme j'ai vu qu'ils résistaient, qu'ils n'y arrivaient pas, on a lancé le Black Friday, qui était le dernier jour du workshop, et on a demandé à tous les étudiants de l'école d'arriver habillés en noir. Difficile aussi à Los Angeles de trouver des gens qui s'habillent en noir, mais c'est pas grave. On a réussi. Et on leur a demandé, on a décidé de fabriquer un mur avec le corps de tous les étudiants. Et donc on leur a demandé de s'aligner dans toute l'école, tous ceux qui étaient là, habillés en noir, ils étaient nombreux. Et on les a fait se déplacer petit à petit dans l'école en expliquant que de part et d'autre, ils ne pouvaient pas se parler. Et de part et d'autre, ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Et qu'ils ne pouvaient même plus travailler ensemble. Et je vous assure que ça a fait un gros bordel dans l'école. Mais c'était bien parce que justement, ça questionnait cette idée du mur et cette idée de c'est quoi fabriquer quelque chose qui vous sépare et comment on peut ne plus vivre avec les autres. Et là, l'enseignement est fondamental. Non, mais cette idée de transmettre et d'éveiller des individus plutôt que de passer un métier, reproduire le même. Quel métier vous parlez? Le métier des professionnels de la profession. Ne m'intéresse pas ce genre-là. Non, mais je dis que donc l'enseignement tel que vous le concevez, il se situe là. Il se situe dans la transmission d'une culture, l'éveil d'individus. Absolument. Des étudiants en architecture sont des individus qui, quand ils arrivent dans une école, ne savent pas où ils vont, ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ne savent même pas quelquefois ce que c'est que l'architecture. Et donc l'objectif est qu'à la sortie des écoles, ils se soient un peu reconnus eux-mêmes, ils aient compris qui ils étaient, et ils aient peut-être décidé de quelle vie ils allaient vivre. Et pas plus que ça. Et avec ce programme déjà. C'est un sacré programme. Parce qu'en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, l'enseignement, il est fait pour des numéros. Vous n'êtes pas, s'il y a quelques étudiants ici, vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des numéros dans une grille, dans un cadre universitaire, dans lequel on vous fait rentrer et auquel on attribue des notes, en fonction de ce que vous faites, éventuellement, ou pas. Donc ça n'a aucun intérêt. En fait, l'important, c'est vous. L'enseignement, c'est vous. L'école, elle est faite pour les étudiants et pas pour les enseignants. Elle est faite pour les étudiants et pas pour l'administration. Elle est faite pour les étudiants et pas pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que c'est l'individu qui est au cœur du système éducatif et que cet étudiant, il doit se construire lui-même. Il doit apprendre à se construire et on doit l'aider à se construire. Et en se construisant, il décide de sa vie et de ce qu'il va faire avec l'architecture. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et je pense qu'aussi que, aussi bien j'adore les pédagogies où tout le monde se trouve dans une situation qui est semblable dans la façon dont on enseigne aux étudiants. Ce que j'essaye de faire lorsque j'enseigne, j'essaie de poser une question, ou en tout cas trouver une question qui est plus grande que nous tous. C'est une question qui doit être quasiment impossible, de façon à ce que le processus de l'apprentissage est quelque chose qui se produit simultanément pour chacun dans la salle. Ce que j'ai pu observer, c'est que l'apprentissage de l'architecture pourrait être un processus de prise de pouvoir, d'auto-prise de pouvoir, moyennant les techniques architecturales, par exemple lors du dernier séminaire où j'ai enseigné, qui était sur le fracking, c'est-à-dire cette pratique que vous connaissez probablement, qui consiste à injecter des produits à l'intérieur du terre, dans les petites couches du sol et qui libère ainsi des gaz, ce qui endommage terriblement la terre, qui contamine les eaux, mais c'est quelque chose qui se produit beaucoup aux États-Unis. Les États-Unis sont énormes, ça se produit notamment en Pennsylvanie, mais nous avons pensé à quelle pourrait être une architecture qui pourrait apporter une alternative et mettre un terme à cela. Et bien entendu, c'est une question qui est beaucoup plus grande que quiconque dans la salle. Mais
passant, en étudiant, en approfondissant cela, il y a un besoin de découvrir qu'une architecture est déjà là, qu'il y a une éthique dans les pratiques architecturales et qu'il y a un besoin de penser à une échelle, qu'il y avait une architecture avant de penser aux échelles et qu'il faut donc convaincre les autres et pour cela, il faut apporter des preuves. Et ce que j'adore dans ce travail, c'est que dans ce processus, on gagne toute l'énergie d'un groupe qui apprend en même temps, qui produit quelque chose qui peut être vu par tous et que tous puissent grandir et s'enrichir grâce à cela. Et je pense que c'est cela l'enseignement de l'architecture. Je ne vois pas tant de différences fondamentales entre le travail dans le bureau, dans l'étude et dans l'enseignement. Ce sont des forces qui se rejoignent pour traiter de choses qui sont incertaines, pour traiter également de risques, mais en les traitant, en les abordant, nous apportons du pouvoir, nous pouvons changer les choses en les gérant, nous inventons et nous les présentons et nous les abordons différemment. On va aller vers la conclusion de cette discussion, mais ce que vous racontez l'un et l'autre, c'est une recherche permanente. Ce qu'il faut l'appeler expérimentation, je ne sais pas, mais quand même cette redéfinition des outils, des procédures, et puis ce moment quand même de matérialisation. On a dit pas d'objet, la question de l'objet est largement dépassée, mais malgré tout ce que vous présentez l'un et l'autre sur cette structure du half-pipe, ce sont des objets, des petits objets, des objets conceptuels, des objets qui ont une matérialité critique, des objets qui sont des objets de débat au sein de l'agence, qui sont réassemblés, désassemblés, qui provoquent la discussion. Est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez nous parler justement de comment cette recherche sur des questions juridiques, environnementales, urbaines, mais aussi plastiques, mais aussi spatiales, elle se matérialise dans les petits objets que vous présentez qui sont des maquettes, des pures recherches, des... Non, c'est des maquettes de démarrage de projet. Mais hélas, on en fait de moins en moins à l'agence parce que ceux de l'agence aujourd'hui savent de moins en moins se couper les doigts avec les maquettes. C'est dommage. Mais j'aimerais bien qu'on recommence à se couper les doigts un peu à l'agence. Parce qu'avec les machines qu'on a, c'est trop facile aujourd'hui. Mais en fait, la question de la recherche avec la main, parce que c'est ça la question, elle est vraiment importante, elle est vraiment fondamentale. Parce que c'est aussi une chose que je dis assez souvent, c'est que le chemin entre la main et le cerveau est suffisamment long pour qu'entre-temps on puisse penser. Alors que le chemin entre l'écran, les yeux et le cerveau, il est trop court. Et on ne pense plus. Donc, parce que c'est tout direct. Et puis en plus, dessiner avec la machine, faire un rond avec un ordinateur, vous devez définir le rayon, il est précis, il n'y a pas de possibilité autre. Alors que si vous dessinez un rond avec la main, vous tournez autour et en même temps vous pensez. Puis au moment, ça devient autre chose. Et c'est ça qui est formidable. Donc en fait, il faut en permanence continuer à penser avec la main. Et la maquette, elle sert à ça aussi. C'est chercher avec la main, en manipulant des choses. Et parfois, entre la maquette du début et le résultat final, c'est pas la même chose. Mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le chemin heuristique, on pourrait dire, qui s'est produit en cours de route, l'aventure, comme je dis tout le temps, qui va vers quelque part, dont on sait plus ou moins où on va. Enfin, généralement, il n'y a que moi qui sais à peu près, et encore pas toujours. Et donc ils partent un peu à l'aveugle, pas toujours parce qu'ils veulent pas, ils résistent, mais en même temps c'est important. Et au fur et à mesure on trouve les choses. Et est-ce que c'est cette recherche... C'est ça la recherche en architecture. Et ça empêche l'idée de se fixer trop rapidement? Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a pas d'idéologie, pas de doctrine pour ça, bien sûr. Peut-être que vous pourriez également... Yeah, Oui, et c'est vrai, d'une façon tout à fait semblable. C'est-à-dire les modèles que nous avons présentés, nous avons décidé d'en présenter 3 parce que normalement, nous faisons ces modèles que vous allez voir, ils ont beaucoup d'éléments à l'intérieur. Disons que c'est comme un lieu ouvert à la conversation. C'est-à-dire dans mon bureau à Madrid, il y a 10 personnes qui travaillent dans mon cabinet et nous nous déplaçons autour des modèles et nous apportons des changements. Et ce que nous voulons faire, c'est également apporter toutes les réalités que nous avons et les traduire dans le modèle. Et si nous pensons à l'eau, nous voulons que le modèle ait de l'eau. Voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous pensons en cela comme des sortes de parlements. C'est-à-dire que toutes les voix doivent pouvoir se faire entendre.
s'entendre et de façon à visualiser la façon dont elles peuvent être réunies. Nous avons discuté de la façon dont nous pouvions aborder ce défi qui nous était posé et nous avons considéré ces modèles comme une façon transparente, quels étaient les matériaux que nous pouvions intégrer. Nous en avons pas mal discuté autour de la table. Montre également votre confrontation là, ce sont deux identités, deux esthétiques presque, si on peut utiliser ce mot, deux façons de communiquer les idées qui passent aussi finalement par d'un côté une esthétique plus pop, plus faussement légère, de l'autre une esthétique plus intense, le noir que vous revendiquez comme non pas une signature mais un lieu permanent d'investigation. Alors je voulais peut-être pour finir vous questionner là-dessus sur finalement comment on constitue une identité. Alors je passe, rassurez-vous, je voulais plutôt vous montrer cette couleur absolue dans laquelle on rentre chez Arata Isozaki où la couleur devient la lumière et devient l'espace. Et de l'autre côté, je me suis permis cet écart par Almodovar où il me semblait que dans ce cinéma qui traite de questions ô combien subversives et ô combien intimes et importantes, la couleur, le pop, l'esthétique, là aussi faussement delurée, est là pour faire passer la pilule d'une certaine façon. Et que l'un et l'autre, avec cette recherche plastique aussi, esthétique que vous avez, que vous menez, que vous développez depuis des années, il y a une façon de communiquer aussi, et l'architecture est aussi ça. Peut-être qu'on peut vous entendre l'un et l'autre là-dessus. Raquet, pour Andrés Raquet, pour finir. Yeah, totally. Oui, je suis tout à fait d'accord, tout à fait. Je vois l'identité comme une sorte de forme de performance, quelque chose qui est plus en transition, plutôt que quelque chose qui vient de l'essence. Et pour moi, j'ai l'intention de faire des choses d'une façon particulière, mais par le travail, nous finissons par avoir ces couleurs en particulier ou ces formes-là. Et dans tous ces lieux, cela nous donne la capacité d'établir des connexions, des idées dans des contextes, ce qui permet de les faire fonctionner. Mais probablement, c'est ce que j'adore, l'esthétique de votre travail, par exemple, et je suis tout à fait émue par celui-là, tout comme je suis émue par bien d'autres choses, mais c'est aussi dû à la façon dont nous travaillons. Beaucoup de sources de notre influence, de notre inspiration, de l'atmosphère qu'il y avait à la Movida à Madrid, ça a été également un élément clé parce que l'environnement dans lequel nous avons grandi, si on y était sensible à l'époque et qu'on s'intéressait un petit peu à ce qui se produisait à ce moment-là, on voyait, on était en mesure de voir les choses un petit peu comme Almodovar à ce moment-là. Les maquettes sont formidables. Enfin, j'adore ces petites couleurs, ces couleurs qui sont vraiment totalement comme des bonbons, et en même temps, ce sont des bonbons dangereux, vénéneux. Et je pense que, en fait, tout le monde me voit dans le noir, mais j'ai toujours utilisé la couleur. Oui, à Rennes, à Nantes, pour bien avant, même dans les maquettes, enfin, toujours. Donc, en fait, c'est juste un cliché qu'on m'a mis parce que je suis bien en noir et que je suis tombée dans le noir. Vous le revendiquez mais en même temps, quand même. Non, je le revendique complètement, bien sûr. Mais parce que c'est une façon de... Parce que le noir, c'est beaucoup plus dur. Et c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus radical. Et ça questionne tout le temps les gens, tout le monde. Et dans toutes les conférences que je fais, on me pose toujours à la fin, les gens dans l'audience me posent toujours la question, et pourquoi le noir? Et je réponds, parce que le noir. Et c'est tout. Et d'ailleurs, alors peut-être qu'on peut ouvrir aux questions. Moi, je voudrais dire une chose. Oh, bien sûr. Puisqu'en fait, finalement, on a eu un blind date aujourd'hui, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés. Donc, je voudrais te dire que je t'aime. That's a match. Moi aussi. On parlait de Grindr. Voilà, on continue sur l'amour électronique. Est-ce qu'il y a des questions? Il devrait y en avoir plein. Bonjour.
La question que je vais vous poser, c'était justement dans cette idée de changement qui s'est opéré depuis les années 80. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a cette relation avec les maîtres d'ouvrage qui a aussi énormément changé, qui aussi nous empêche des fois de prendre certains risques en architecture à cause justement à cause d'une certaine rentabilité, d'une certaine volonté d'être... parce que tout simplement le maître d'ouvrage a envie d'être sûr de vendre ou de plaire, donc il a peut-être peur de prendre les risques qu'on pouvait prendre un peu avant. Ce rapport justement au maître d'ouvrage et à cette neutralité, on va dire, architecturale qu'on veut justement nous faire faire pour être sûr de plaire. Personne ne veut nous faire faire quelque chose. Il n'y a que ce qu'on accepte de faire dans ce qu'on nous demande. C'est pas tout à fait pareil. Et je pense qu'un maître d'ouvrage, ça s'éduque. Il faut faire de la pédagogie. Il ne faut pas lui parler d'architecture. L'architecture, il ne sait pas ce que c'est. Il faut lui parler dans sa langue. Il faut se mettre de son côté pour parler avec lui et pas en face. Parce qu'autrement, on n'aboutit à rien. Mais je pense qu'avec tout maître d'ouvrage, tout client, parce que finalement ce sont des clients, on est capable de trouver des endroits où on peut avoir un espace de liberté. Mais il faut chercher, il faut se questionner, il faut se battre. Il faut se battre et se rebattre jusqu'à ce que ça marche. Et jamais lâcher. Vous savez, je dis parfois à ceux qui travaillent à l'agence, il y en a beaucoup ici, c'est que en fait, les chiens, quand on leur donne un os, c'est très difficile de le reprendre. Mais il faut faire pareil. Yeah, I totally agree. Je suis tout à fait d'accord. Oui, encore. It's truly a great love, isn't it? Cela arrive à l'architecture comme un véritable état, comme ses valeurs d'un état véritable. C'est devenu pratiquement la seule valeur de l'architecture. Et je crois que c'est un problème auquel nous devons nous attaquer parce que de nombreuses valeurs, comme par exemple la valeur de l'exaltation culturelle, la capacité à réinventer les sociétés, la possibilité d'introduire des alternatives, des solutions, des options, ce sont toutes des valeurs que nous devons être en mesure de mesurer et d'introduire le critique dans la critique ordinaire des bâtiments. Je crois qu'il reste beaucoup à faire parce que dans une certaine mesure, par le passé, par exemple, il pouvait y avoir des valeurs dont l'appartement était singulier, était unique. Par exemple, avec Airbnb, aujourd'hui, les gens essayent de trouver l'appartement qu'ils ont chez eux, là où ils se rendent, n'importe où. C'est-à-dire, ils veulent la même blancheur, la même lumière, la même vide en même temps. Et nous pensons que c'est un défi pour nous. Comment arrivons-nous à créer une atmosphère, une situation, un environnement qui n'est pas simplement une valeur d'état réel, qui est tel qu'il est perçu et qui est prise en compte. Plus on a de la chance, parce que les développeurs, enfin les promoteurs, il y a une chose qu'ils ont commencé à comprendre, c'est que s'ils ne se distinguaient pas, ils ne vendaient pas. Donc ils ont besoin aussi de distinction. Et ils ont besoin aussi de singularité. Et donc à nous de les aider à avoir de la singularité. Parce que par chance, le grand public veut aussi se distinguer, veut aussi avoir d'autres choses. Parce que quand ils vendent à une entreprise, quand ils vendent à des individus, les gens veulent des choses différentes. Mais c'est vrai que l'histoire de Airbnb, c'est très important. Parce qu'Airbnb, c'est une contamination du monde. Non pas par rapport à la fait de louer des appartements, c'est pas le sujet. C'est l'esthétique Airbnb qui est une contamination. Parce que vous pouvez regarder sur les sites d'Airbnb, les appartements sont partout les mêmes et deviennent une espèce de standard d'appartements. Alors, quand on commence à les voir au début, on est content parce qu'on se dit, tiens, tout d'un coup de la modernité, dans un environnement qui était un peu pauvre auparavant. Mais petit à petit, on finit par se rendre compte que c'est toujours les mêmes et que c'est tout le temps la même chose. Donc, c'est dangereux et c'est un peu problématique. Mais en même temps, ça a beaucoup de bienfaits, parfois. Parce que quand on va en Inde, par exemple quand j'étais à Calcutta au mois de novembre, on m'a expliqué que grâce à Airbnb, comme tout le monde dans la vieille ville, ce qu'ils appellent la Black City, parce qu'à Calcutta, il y a une Black City qui était l'endroit où il y avait les gens les plus pauvres et l'ancienne ville
de belle qualité qui a été dans lesquelles un certain nombre de personnes sont restées, dont la ville s'est moins occupée que dans les parties tenues par les Anglais. Et donc petit à petit, alors que c'est des super palais, ça s'est dégradé complètement. Et en fait, grâce à Airbnb, comme les gens veulent louer leur maison, veulent louer leur palais, eh bien, ils les rénovent. Et donc quelque part, c'est un bienfait aussi pour les villes, quelquefois, Airbnb. C'est étrange, hein? D'autres questions ? Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour vos interventions. Je pense que c'est des choses, c'est des discours qu'on aimerait pouvoir entendre plus souvent dans les écoles d'architecture. Des discours... et du coup, je voulais savoir s'il était possible de revenir sur ce côté éphémère de l'architecture, où vous dites que l'architecture, c'est pas fait pour durer, alors que pourtant on nous apprend justement à dessiner des villes pour demain, à dessiner des nouvelles solutions, à dessiner des choses adaptées pour des nouvelles technologies, justement pour des nouvelles choses qui se développent, comme les livreurs en vélo ou des nouveaux abribus, des choses adaptées à nos vies quotidiennes qui font que pourquoi ce seraient des choses qui ne devraient pas durer. Vous avez quel âge ? 23 ans. Ok. Donc quand vous êtes né, c'était au début des années 80... Non, à la fin des années 90. 93, ouais. Au milieu des années 90. Donc à cette époque-là, le téléphone commençait. Les ordinateurs, tout le monde ne les utilisait pas. Et le low cost en avion n'existait pas. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est totalement normal, tout ce que je viens de vous dire. Hein. Avoir ça, le téléphone normal, vous l'avez même quand vous êtes enfant. L'ordinateur, vous ne pouvez pas même plus vous en passer. Enfin, le monde numérique est digital. Et utiliser les transports low cost, c'est normal. Donc, ça veut dire qu'en 20 ans, 23 ans, le monde a complètement changé. Et si on prend sur une durée un tout petit peu plus longue, ça change de plus en plus vite. C'est-à-dire par rapport à si on se réfère à quand moi je suis née, c'est carrément un autre monde dans lequel on vit. Et demain, les nouvelles générations vivront encore dans un autre monde. Donc cette accélération fait que l'architecture a la nécessité d'être temporaire. Parce que c'est de moins... on ne peut pas figer l'architecture à des façons d'usage, à des usages d'aujourd'hui, qui sont parfois des usages d'hier, alors qu'en fait c'est fait pour demain. Et que ça va durer un certain temps, mais ça va devenir obsolète. Et c'est pour ça que même les systèmes constructifs doivent changer. Parce que si on continue à construire des immeubles avec des parois en béton, eh bien on ne pourra jamais les faire évoluer, donc ça ne sert à rien. Donc c'est du gaspillage. Si on pense la ville comme étant une superposition avec des plans, avec des tracés pour les voitures, etc., alors que de plus en plus il paraît qu'il faut rouler en vélo, ce que je ne veux pas faire, mais c'est pas grave, parce que je suis de la vieille génération, tant mieux, j'ai le droit. Donc si on est tous à vivre en vélo, ça veut dire que l'échelle de la ville doit changer. Parce que le trajet qu'on peut faire à vélo tous les jours, tous les matins, pour aller travailler ou le soir pour rentrer, il n'est pas la même distance que ce qu'on peut faire avec une voiture. La voiture, donc vous êtes obligé... elle ne bougera plus. Comment il y aura toujours la voiture, ça ne va pas bouger. J'en sais rien. Il y a des gens qui seront peut-être plus prédisent que non. Mais... Il y a des gens qui prédisent que non. Non, mais je pose des questions par rapport à des choses qui sont en train de bouger actuellement. Et puis par rapport à l'histoire du GPS dont je parlais, par rapport aux différentes applications, comme Andrés parlait par rapport à Grindr, des choses comme ça. Enfin, par la façon dont vous vivez, demain, on vivra différemment. Et on continuera à vivre différemment. Et donc, votre boulot à vous, parce que vous êtes étudiante, c'est de l'inventer. Parce que moi, je ne sais pas. Vous êtes dedans. Et en plus de ça, vous êtes étudiante au début du XXIe siècle, ce qui est formidable. Moi, je suis quelqu'un du XXe siècle, je suis une vieille. Lui, presque, encore. Il est un peu. Et donc, vous avez un devoir, c'est d'inventer le XXIe siècle. Et c'est formidable, c'est votre siècle. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que vous, les étudiants d'aujourd'hui, vous avez un siècle devant vous, c'est votre siècle. Donc pourquoi vous référez à des choses du XXe siècle ?
Quand on était au XXe siècle, on ne regardait pas trop le XIXe siècle. Parce qu'avant, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de choses comme ça. On était encore avec les chevaux. Donc, quand on est passé dans le XXIe siècle, on est passé dans autre chose. Donc si vous êtes bien attentif à ce qui se passe autour de vous, si vous regardez toutes les transformations dans toutes les disciplines, dans tous les champs qui travaillent avec l'humain, que ce soit la médecine, la biologie, l'astrophysique, la physique, la matière, les déplacements, la communication, eh bien vous commencez à avoir une vision, à vous d'avoir une vision pour le XXIe siècle. Et ça, c'est votre boulot. Après, on a un académisme en école d'architecture qui est quand même très très fort. Enfin, je sais que dans votre école, je sais que c'est pour ça que vous avez ouvert votre école aussi, pour casser ça, mais après, on a cet enseignement aussi qui est... Mais bougez-vous, pardon, bougez-vous les fesses. Mais il faut dire ça aux enseignants. Mais faites-le vous. Oui. Faites bouger les choses. Vous croyez que les gens de ma génération, ils ont attendu que les profs bougent pour faire bouger les choses? On se prend en main et on y va, et on fait bouger les choses, et on fait bouger le système. C'est à vous de le faire bouger. Oui. Non? Il ne faut pas rester passif comme ça. C'est désespérant. Bien sûr. Il ne faut pas supporter les choses que vous ne supportez pas. Faites-les bouger. On est rapidement contraint par cet enseignement très rigoureux, très. Refusez-le. On ouvre la porte. Dites comme non. Ça. Oui, non, mais bien sûr. Sortez de l'école, allez faire des ateliers dehors. J'ai cherché à faire ça en Colombie toute la semaine dernière, à leur dire bougez-les, sortez les écoles, parce que c'est la seule chose à faire. Quand le système est trop fermé, explosez-le. Enfin, faites-le. Vous ne pouvez pas le changer de l'intérieur, ça ne bougera pas. C'est trop rigide. Sortez. Décidez de faire quelque chose dehors. Et obligez les pauvres profs à venir avec vous. Et vous verrez qu'il y en aura quelques-uns qui seront d'accord. Comment vous croyez que SAIAC s'est construit, s'est créé en 1972? Ils en avaient marre de USC à Los Angeles, un groupe de profs, un groupe d'élèves. Et bien ils sont sortis, ils sont partis sur la plage, ils ont monté l'école. Voilà. En quelque sorte, c'est un peu ce que je fais aussi. Et il y en a d'autres qui peuvent le faire. Et vous pouvez le faire. Si vous le voulez, vous pouvez. Si vous attendez que les autres vous le fassent, vous n'aurez jamais rien. Merci. Bonsoir. Je poursuis un peu sur le sujet introduit par Laure. Je me questionne et je me demande si la rébellion aujourd'hui, la transgression, quand on a face à nous toutes ces réglementations qui nous obligent... On vous entend très mal. Quand on a face à nous toutes ces réglementations qui nous obligent à faire beaucoup de compromis, presque à se compromettre pour construire, est-ce que ce serait pas le retour aux recherches théoriques qui étaient présentées toute la mouvance d'Archigramme et de ces architectes qui ont proposé qui ont refusé de construire mais qui proposaient des recherches théoriques? Juste, pardon, pour rectifier, ces architectes n'ont jamais refusé de construire et au contraire, on a montré Claude Parent. Claude Parent revendiquait l'utopie comme un travail quotidien salutaire en parallèle d'une pratique. Je parle d'Archigramme. Mais Peter Cook a construit. Ils construisent, ils enseignent, c'est une vision. J'ai volontairement montré pour justement accentuer le fait qu'on a deux figures qui revendiquent elles-mêmes cette diversité des moyens et cet élargissement du champ. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit de confiner l'architecture à une douce rêverie qui se permettrait d'être contestataire parce qu'elle a lieu dans les galeries. Je ne parle pas de douce rêverie. Moi, je trouve que c'est un procédé qui est certainement beaucoup plus raisonnable. Ces recherches. C'est des mots horribles que vous prononcez. Vous prononcez des mots horribles. Horribles. Raisonnable. Oui, je ne sais pas, et je me dis qu'aujourd'hui, en fait... Et si au lieu d'utiliser le mot compromis, vous utilisiez le mot négociation?
Ça serait beaucoup plus intéressant. Vous parliez de failles tout à l'heure, c'était intéressant de dire qu'elles étaient de plus en plus étroites et de plus en plus difficiles à exploser et que la contrainte du coup était de plus en plus lourde. Est-ce que justement la transgression et la rébellion, elles ne se trouvent pas dans le refus de construire, mais dans la proposition théorique? Well, I mean, I understand that there's moments in Pour moi, il y a des moments où on peut comprendre qu'il y a des moments où le refus de construire pourrait être une attitude politique, mais de façon générale, je pense que c'est très important et que chaque sensibilité occupe de l'espace et qu'il y a donc certaines responsabilités à faire des choses. Par exemple, je ne pense pas qu'il y ait un divorce entre la théorie et l'imagination qui proposerait des choses qui sont spéculatives et faire des choses, construire, mettre ses mains sur ce que l'on fait et transformer la réalité. Je pense que je crois que ce sont des bonnes représentations de personnes qui se trouvent dans des études, qui réfléchissent, font des choses. Moi, c'est également ce que j'essaye de faire et je pense que notre responsabilité, ce n'est pas laisser le travail de la construction aux autres pour qu'ils le fassent différemment. Donc, je pourrais revenir à votre commentaire sur le fait qu'il faut faire des choses. Je pense qu'il y a probablement des choses que l'on peut commencer à faire. Par exemple, si vous pensez que là où vous étudiez, les idées ne sont pas introduites, présentées, peut-être pourriez-vous vous-même les introduire, pourriez-vous en discuter avec vos professeurs et vous pouvez commencer à construire dès maintenant. Si vous pensez qu'il y a une théorie qui doit être imposée ou expérimentée, vous devez avoir la possibilité de le faire. Par exemple, un meuble ou convaincre votre cousin qui pense à agrandir sa maison pour l'aider à le faire. Et je pense que d'occuper l'espace est très important en tant qu'attitude politique et c'est probablement la façon de pouvoir orienter ces questions qui vous préoccupent de façon à ce que vous puissiez les confronter à une autre architecture. Parce que c'est étonnant dans l'architecture, c'est que quelqu'un peut, par exemple, réaliser un aéroport, mais vous pouvez faire une petite table, par exemple, et l'introduire dans une conversation, de façon à l'introduire dans une table. Et en dessinant une table, vous pouvez peut-être le confronter à ceux qui sont en train de faire le Grand Paris, par exemple. C'est donc très important d'occuper de l'espace, de faire partie de la scène, du paysage et forcer les gens à discuter. Je pense que l'architecture peut le faire brillamment. On peut le faire avec des idées, mais avec des objets matériels, avec des performances, avec des interventions, avec des tas de choses comme ça. Et pourquoi pas, comme le disait Odile, pourquoi pas commencer aujourd'hui? Dans une certaine mesure, nous avons tous une responsabilité à l'égard des autres et à l'égard de nous-mêmes pour occuper l'espace avec nos propres idées, avec notre propre façon de faire les choses. Et je vais répéter exactement ce qu'a dit Odile, c'est-à-dire faites-le, lancez-vous lundi prochain quand vous reviendrez après le week-end de Pâques, et pas faites-le. Bon, Bellastock, ils ont démarré 2 personnes à l'époque à la Belleville, je crois, qui ont décidé de créer un événement et ils se sont dit il faut faire bouger les étudiants, il faut les rassembler, il faut faire quelque chose. Donc ils ont été voir tous les directeurs d'école, et à l'époque j'étais directrice à l'école spéciale, donc ils sont venus me voir, et j'ai trouvé leur idée formidable. Et j'ai dit d'accord, on va susciter que les étudiants viennent et vous rejoignent. Et on l'a fait. Et petit à petit, il y a d'autres directeurs qui l'ont fait et ça a créé Bellastock. Mais Bellastock, au départ, c'était la récupération de matériaux, c'est travailler avec des palettes, après ça travailler avec des bulles. Et petit à petit, ils ont agrégé des gens avec eux. Et maintenant, ils sont devenus un peu les représentatifs des gens qui font le recyclage dans les bâtiments et pour les constructions. Et ils ont échafaudé toute une théorie là-dessus et ils sont devenus vraiment, ils ont fabriqué un vrai business, enfin pas un business, mais une entreprise qui fait de la récupération et qui construit avec la récupération. Donc en fait, c'est des petites choses qui tout d'un coup, parce que vous décidez de le faire, petit à petit, ça se fait pas comme ça en un clin d'œil. Ça prend du temps et il faut monter les marches, il faut monter les briques les unes à côté des autres et au fur et à mesure, vous arrivez à les faire. Et c'est toujours comme ça qu'on fait les choses. On les fait jamais en claquant du doigt et en pensant qu'on va gagner demain matin. Ça marche pas, ça. C'est pas aussi instantané. C'est une chose que l'on fait où on monte des marches.
Et les marches, au fur et à mesure qu'on les monte, elles sont de plus en plus solides. Et l'escalier est de plus en plus solide, et vous-même, vous êtes plus solide. Donc, lundi matin. Mardi, parce que lundi, c'est férié. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon... Du coup, vous évoquiez tous les changements qui opèrent en ce moment, tous les changements qui opèrent du coup dans le siècle qui nous attend. Aujourd'hui, on marche différemment, on bouge différemment, on mange différemment. Et comment est-ce qu'on devrait enseigner différemment? Comment est-ce que aujourd'hui, au XXIe siècle, on devrait enseigner l'architecture? Comment, voilà, c'est une question qui paraît plutôt simple, mais... Je sais pas ce que c'est enseigner, moi. Oups. Oui, peut-être qu'on n'enseigne plus, enfin je sais pas. Comment est-ce qu'on transmet son savoir différemment? On ne transmet pas de savoir. Moi, j'ai rien à transmettre de savoir. J'ai juste à... Je considère toujours que les étudiants... Il y en a 2 là, de mes étudiants, qui sont là. N'est-ce pas? Mais vous pourriez répondre, vous? Je pense qu'il n'y a pas de façon d'enseigner l'architecture. Ça se fait juste... c'est ce qu'on disait un peu dans les études en général et la façon de se trouver en tant qu'étudiant, en tant que personne, architecte, designer, artiste, peu importe. C'est juste la façon dont on se pose les questions et dont on traite les sujets. Le prof, l'enseignant, en définitive, il est juste là pour susciter cette curiosité, mais en fait, il n'y a pas d'enseignement. Mais c'est un peu le propos de l'école dans laquelle on est, Confluence, ou était, comme Géraud. C'est que réellement, c'est l'étudiant qui se construit en tant qu'architecte, personne, et l'enseignant n'a rien à voir là-dedans, en fait. Donc il n'y a pas d'enseignement. C'est un peu radical. Non, mais à Confluence, les étudiants sont autonomes. Et ils sont le centre de l'enseignement. Et ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils s'organisent eux-mêmes. Ils ont la clé de l'école et ils reçoivent les profs qui viennent pour un certain temps travailler avec eux ou les faire travailler. Il n'y a pas de cours. Et ils apprennent. Non? Ils ne peuvent pas dire autre chose. Mais c'est vrai. Bon alors, peut-être que puisque tout est architectural, y compris la fête et la négociation autour d'un verre, nous pouvons continuer cette discussion passionnante juste de l'autre côté de l'estrade. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour un très beau dialogue. Thank you to the translation.